Donc, je vais vous présenter donc une communication donc sur les conduites addictives. Donc, j'ai eu l'occasion de la présenter le mardi passé. Donc, je vois qu'il y a des membres du public qui étaient présents le mardi passé, donc lors de la journée de sensibilisation à la cité universitaire d'El Yahel. Donc aujourd'hui, donc nous allons donc voilà donc aborder donc la thématique des conduites addictives. Comme vous savez tous, donc c'est ça n'avance pas. Voilà, donc comme vous savez tous, donc nul n'est insensible à cette problématique donc des addictions. Nous sommes tous confrontés donc dans notre pratique donc à ces problèmes, que ce soit dans la pratique, que ce soit dans l'entourage. Donc nous sommes constamment sollicités donc par des jeunes qui commencent à consommer donc des toxiques et où les parents et les familles sont désemparés et ne savent plus quoi faire. Et c'est vraiment donc un problème de santé publique parce que c'est vraiment en croissante augmentation. Nous constatons cela dans notre pratique quotidienne où nous avons de plus en plus affaire à des jeunes qui consomment et à des âges de plus en plus jeunes malheureusement. Donc, dans les années passées, donc c'était les jeunes adolescents de 17-18 ans. Maintenant, c'est des préadolescents, donc de 12-13 ans, qui commencent très très tôt ces consommations. Donc, nous devons être sensibilisés autant que soignants, autant que parents, autant que membres de la société, donc face à ce fléau où nous devons donc justement donc lutter constamment par rapport donc à cette problématique. Donc, c'est un problème de santé publique, c'est un problème qui a des répercussions sur l'individu, c'est un problème qui va impacter donc la scolarité de l'enfant et son avenir. Et il y a des menaces donc sur la société parce que donc la personne donc voudra constamment consommer le toxique et cela donc va l'amener à voler donc à de la délinquance, à de la violence, à des trafics de substances psychoactives pour pouvoir se fournir constamment donc la substance le toxique. Donc les niveaux de consommation de certaines substances, donc en particulier l'alcool, le tabac, le cannabis, demeurent élevés chez les adolescents. Et il faut savoir que nous avons donc des addictions à des substances licites, à des substances illicites. Donc dans notre société, donc ce qui est illicite, c'est le tabac, donc qui est commercialisé. L'alcool également est commercialisé, mais il faut savoir que c'est des substances qui induisent une addiction et une dépendance. Et nous avons les substances illicites, tout ce qui est cannabis, tout ce qui est prégabaline, qui est très très répandu, même en milieu universitaire, donc qui demeure élevé chez les adolescents. Et malgré donc une réglementation très très dure, malgré des peines d'emprisonnement très sévères, malgré cela, donc le fléau continue à augmenter et à avoir des répercussions donc très néfastes dans notre société. La substance psychoactive, comment on va la définir? Donc c'est une substance qui va impacté, donc qui va avoir un effet donc sur d'abord donc au niveau de la perception. Donc la personne qui va consommer peut avoir des troubles de la perception, elle peut avoir des hallucinations visuelles, auditives, corporelles, elle peut avoir donc des sensations désagréables ou agréables au niveau du corps et elle peut avoir des modifications sur l'humeur de la personne dans le sens de l'euphorie et de l'exaltation avec des troubles de la conscience. Et elle peut engendrer également donc, des effets donc, physiques et psychiques variables selon les substances consommées et selon les associations. En effet, donc, nous assistons donc, à beaucoup d'associations de drogues, donc alcool, tabac, cannabis, donc c'est vraiment donc, de la polyconsommation à laquelle nous sommes confrontés. Donc, comme j'ai dit donc, la dernière fois, donc pourquoi pas drogue? Donc, drogue, donc c'est un terme qui a été utilisé auparavant donc, par les apothicaires donc, pour soulager une maladie. Il vaut mieux donc utiliser donc, le terme de substance psychoactive et qui est plus d'actualité et qui est qui est mieux. Alors, donc quand est-ce que se fait cette consommation? Donc la consommation peut se faire, donc comme vous savez que l'adolescent donc qui est tenté par le risque, donc il aime essayer, donc elle peut se faire donc dans le cadre d'une expérimentation, il est entre un groupe d'amis, donc il lui propose de fumer un joint de cannabis, de consommer une substance psychoactive, donc il veut essayer donc pour faire comme tout le monde et pour voir l'effet que ça fait. La consommation après peut devenir donc une consommation de temps à autre. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous disent donc ça nous arrive de temps en temps de consommer un joint donc pour nous soulager.
dans des ambiances festives ou bien entre amis. Cette consommation peut devenir après assez fréquente et après donc elle deviendra donc une consommation quotidienne. C'est là où l'addiction et où la dépendance se crée, où la personne donc ne peut pas s'en passer. Donc elle sera constamment dans elle sera constamment donc dans la recherche justement de cette substance. Les mécanismes d'action, donc les substances psychoactives, donc elles vont agir au niveau du cerveau. Donc au niveau du cerveau, quand vous savez, donc au niveau du cerveau, on a des neurones, on a des synapses, et elles vont venir agir au niveau des synapses. Cette action donc va avoir des répercussions sur la perception, sur les émotions et sur l'humeur. Donc elles vont agir donc sur des neuromédiateurs où elles vont impacter donc le passage de l'influx nerveux. Alors, il existe donc beaucoup de neurotransmetteurs, la dopamine, sérotonine, noradrénaline, l'endorphine, l'acétylcholine, mais il faut savoir que les substances, la substance principalement touchée, c'est le neuromédiateur, c'est la dopamine. Donc, comment elle va agir, donc cette substance psychoactive? Soit elle va se substituer aux neurotransmetteurs naturels, soit elle va stimuler ou bloquer la sécrétion présynaptique du neurotransmetteur, soit elle va détruire la destruction ou recapture intrasynaptique des neurotransmetteurs, ou bien une stimulation ou blocage des récepteurs postsynaptiques. Donc la morphine, par exemple, s'installe dans les récepteurs à endorphine, la nicotine dans les récepteurs à acétylcholine, et l'alcool, comme l'a dit le docteur Benidiri, donc elle va bloquer les récepteurs actifs par le glutamate, essentiels pour la mémoire et la plasticité des synapses. Donc, quelle que soit donc la modalité d'action, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, substance psychoactive qui va agir sur un neuromédiateur naturel. Donc, elle va brouiller l'information et elle va entraîner donc des modifications des sensations, de l'humeur de la personne. Alors, les circuits principalement touchés, donc c'est tout ce qui est, c'est tout le circuit de la récompense qui va être touché. Le circuit de la récompense, donc c'est un circuit qui est indispensable à notre vie. C'est un circuit justement donc par lequel donc qui nous procure du plaisir quand on s'alimente, quand on fait des activités agréables. Donc, et le neuromédiateur principal de ce circuit de récompense, c'est la dopamine. Il est principalement situé donc au niveau de l'aire tegmentale ventrale, l'écorce du noyau accumbens, cortex préfrontal, relié donc au circuit de la mémoire, donc hippocampe et noyau hippocampique. Donc principalement donc noyau accumbens et aire tegmentale ventrale, donc qui est donc le circuit principalement touché, donc le principal circuit justement du circuit de la récompense. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc la personne justement donc à force de consommer la substance psychoactive, donc il y aura donc une hypersécrétion, une hyperstimulation de dopamine et le cerveau va s'habituer justement à cette hyperstimulation et sera à la recherche constamment de ce plaisir. C'est ce qui amène la personne à devenir addicte et à rechercher constamment donc sa substance psychoactive pour entraîner constamment cette sécrétion de dopamine, donc cette hyperdopaminergie. Donc, pour les différents concepts donc, utilisés, donc, il faut savoir que ces concepts ne sont plus utilisés actuellement. Actuellement, donc, selon donc, l'association des psychiatres américains, donc, nous parlons actuellement donc, de troubles de l'usage de substances. Et après, on va nommer la substance. Donc, trouble de l'usage du tabac, trouble de l'usage de l'alcool, trouble de l'usage de la prégabaline. Donc, c'est des troubles de l'usage. Alors, donc, auparavant, donc, on utilisait des concepts comme l'usage à risque. Donc, la personne donc, va consommer une substance, donc, par exemple, elle va consommer de l'alcool, tout en ayant connaissance des risques encourus, mais elle le consomme donc, de façon épisodique. Il y a l'usage nocif, donc, où la personne donc, va commencer à consommer de façon inadéquate la substance psychoactive, avec toutes les répercussions qu'elles peuvent entraîner sur sa vie. Et la dépendance, donc c'est un moment où la personne ne peut plus se passer de cette substance psychoactive et elle va entraîner une dépendance psychique. Qui dit dépendance psychique dit craving. Le craving, donc c'est le besoin irrépressible d'aller consommer la substance. C'est ce qui amène justement la personne à aller donc voler, à aller acheter, à aller se procurer dans l'urgence donc la substance psychoactive. Et il y a également donc la dépendance donc psychique et la dépendance physique. C'est tous les signes justement donc du syndrome de manque qui peuvent être donc des tremblements, des troubles du transit intestinal, des palpitations. Donc tous ces signes physiques
physiques justement, donc vont amener la personne très rapidement à chercher sa substance psychoactive de n'importe quelle manière. En 2013, donc, comme je vous ai dit, nous parlons de troubles de l'usage de substances. Donc, dans le trouble de l'usage, pour parler d'un trouble de l'usage de substances, donc s'il y a une utilisation répétée d'une substance qui va conduire à une incapacité de remplir ses activités quotidiennes. La personne ne vivra que pour consommer le toxique, pour consommer sa substance psychoactive. Elle va désinvestir son travail, elle va désinvestir l'école, elle va désinvestir ses responsabilités familiales. La personne donc va entraîner, cette consommation va entraîner donc une utilisation répétée donc d'une substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux. Donc elle va consommer, prendre le volant, elle va consommer, s'occuper de ses enfants, consommer, aller travailler. Donc cela donc, peut entraîner des conséquences donc, très néfastes et très dangereuses. Elle peut engendrer des problèmes judiciaires récurrents, donc avec des vols, avec des conduites de délinquance, utilisation de substances malgré que la personne sache les effets néfastes de cette consommation, mais elle ne peut s'empêcher d'aller consommer cette substance psychoactive. Et le phénomène de tolérance, c'est le phénomène, donc, c'est quoi? Donc la personne donc, sera dans l'obligation d'augmenter les quantités de substances consommées pour avoir le même effet. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance et des phénomènes de sevrage, donc à l'arrêt de la consommation de la substance psychoactive avec apparition de symptômes psychiques et physiques, de l'irritabilité, de l'anxiété et tout un cortège de symptômes physiques. Donc, la personne, donc, substance donc, prise en quantité supérieure ou pendant plus de temps que la personne donc, l'avait envisagé. Donc, la personne donc, va se dire, je le prendrai de façon épisodique, mais progressivement, donc, elle tombera dans l'engrenage de l'addiction où elle ne pourra plus se passer de cette consommation. Donc, désir persistant ou effort infructueux pour réduire ou contrôler l'utilisation de la substance et le temps considérable consacré pour rechercher la substance. Donc, elle va aller donc, à la recherche de dealers pour pouvoir justement s'approvisionner rapidement en substances psychoactives et abandon donc, ou réduction des activités sociales, occupationnelles, loisirs en raison de l'utilisation du produit. Poursuite donc de l'utilisation malgré la connaissance des effets néfastes et la sévérité de ce trouble de l'usage aux substances peut être classée en trouble léger quand nous avons 2 à 3 critères, un trouble modéré 4 à 5 critères et quand nous avons plus de 6 critères, donc c'est un trouble sévère. Le passage de l'usage au trouble n'est pas systématique mais il est souvent perçu par l'usager qui pense maîtriser sa consommation. Nous avons beaucoup de jeunes qui vous disent non, moi je maîtrise ma consommation. 1 joint, 2 joints, je consomme quand je veux. Mais progressivement, il va très vite tomber dans l'engrenage donc de la dépendance. Et dépendance qui est plus importante pour certaines substances. Par exemple, si nous prenons l'exemple de l'héroïne, donc une seule prise d'héroïne peut conduire à une addiction très rapide où la personne ne pourra pas contrôler sa consommation avec un effet de tolérance où la personne donc, ressentira le besoin d'augmenter les quantités de consommation pour avoir le même effet. Alors, donc, les représentations de la dangerosité des substances psychoactives, donc les experts européens s'accordent sur les éléments suivants. Donc, l'alcool est le produit le plus dangereux, entraînant des dommages sanitaires et sociaux majeurs. Puis viennent l'héroïne, la cocaïne, ensuite le tabac, causant surtout des dommages sur la santé, donc tous les risques de cancer qui peuvent être induits par cette consommation de tabac. Et enfin, le cannabis, causant prioritairement des dommages sociaux. Donc le schéma, donc où nous voyons quand même que l'alcool qui est la plus consommée, la plus néfaste. Donc différentes études mettent ainsi en évidence une discordance frappante entre le statut légal des produits et la gravité des dommages. En effet, donc l'alcool, il est vendu librement dans notre société. Donc c'est une substance licite. Voilà, mais vous voyez quand même la dangerosité et il est classé parmi les plus dangereux des substances psychoactives.
Pour être efficace, donc la politique de lutte contre les dommages des addictions ne doit plus se faire à partir des représentations de la réalité, mais peut être construite à partir de la réalité. En fait, donc dans notre lutte, c'est à partir de cette réalité que nous vivons et à partir des réalités sociales pour mener justement donc les politiques de lutte contre ces consommations. Maintenant, les facteurs de risque, qu'est-ce qui amène une personne à aller consommer donc la substance psychoactive? Il y a bien sûr les facteurs de risque liés aux produits, donc il y a des produits qui sont plus addictogènes que d'autres. Il y a des facteurs individuels de vulnérabilité, donc il y a la vulnérabilité de l'individu et il y a l'environnement aussi dans lequel l'individu vit, donc c'est l'addiction, donc c'est la formule, donc PIE, donc P pour produit, I pour vulnérabilité individuelle et E pour environnement. Donc pour ce qui est des facteurs donc, qui sont liés aux produits, donc comme je vous ai dit, donc, il y a des produits qui sont plus addictogènes que d'autres. Prenons l'exemple de l'héroïne. Donc les dommages sanitaires entraînés par la substance et le statut social du produit. Les facteurs individuels, donc il y a la génétique qui joue un rôle. Quand on est enfant de parents addicts, quand on est enfant de parents alcooliques par exemple, on est plus à risque d'avoir ces problèmes d'addiction. Il y a les caractères de la personne, donc quelqu'un qui a un trouble de la personnalité par exemple, qui est dans la personnalité antisociale, une personnalité limite, donc son impulsivité va l'amener plus facilement à aller consommer les événements de vie, donc un enfant qui a été maltraité, un enfant qui a été abandonné dans l'enfance, donc tous les événements de vie, donc des deuils récents, donc tous les événements de vie peuvent amener, donc peuvent créer une vulnérabilité chez la personne, un trouble psychiatrique sous-jacent et l'âge de début. Plus l'âge de début est précoce, plus la vulnérabilité du consommateur est importante. En effet, donc un enfant, un jeune adolescent, donc c'est un enfant il y a d'abord l'immaturité cérébrale et c'est une personne qui est en pleine construction. Donc qui n'a pas les assises pour pouvoir d'abord se rendre compte du danger et qui n'a pas les assises aussi pour pouvoir faire face à cette situation qui va lui échapper à un moment où il perdra le contrôle de sa consommation. Il y a les facteurs environnementaux, donc il y a la disponibilité des substances illicites, donc il a une facilité à aller se procurer donc la substance qu'il consomme. Il y a l'attractivité de la substance, le groupe dans lequel il évolue, s'il est dans un groupe de consommateurs, donc systématiquement donc ils vont l'amener progressivement à consommer, malgré donc son éducation et malgré l'environnement familial. Le sexe, le groupe social et tout ce qui est dysfonctionnement familial également. Donc quand la dynamique familiale est perturbée, donc le jeune donc, va trouver refuge dans la consommation du toxique et la consommation familiale. Un jeune qui a vu son père, sa mère consommer, donc par apprentissage, donc il va aller justement lui-même consommer. Alors, les facteurs liés donc au produit, donc le potentiel toxique du produit, donc la capacité à provoquer donc des atteintes physiologiques, le potentiel de modification psychique, donc la capacité à entraîner donc des modifications des perceptions, de la cognition, de l'humeur et de la motivation, et le potentiel addictif également de la substance consommée. Maintenant, donc c'est une journée de prévention. Donc, il faut savoir que ces substances sont très nocives et nous insistons, nous, soignants, principalement sur la prévention primaire. La prévention primaire, c'est que même le jeune, donc il est confronté à cette substance psychoactive, mais il doit avoir la capacité de dire non, je ne vais pas consommer. Parce que donc, une fois que nous sommes dans le jeune consommera la consommation, commencera à consommer, comme j'ai dit tout à l'heure, tout son circuit de récompense va être perturbé. Et quand ce circuit est perturbé, même s'il y a une cure de désintoxication, la personne demeurera très vulnérable aux événements de vie, très vulnérable aux facteurs de stress. On ne dit pas que c'est impossible donc d'être sevré pendant longtemps. Il y a des personnes qui ne font pas de rechute malgré un sevrage réussi, mais l'idéal c'est de faire de la prévention primaire et éviter tout début de consommation. Alors, donc, comment pouvoir faire tout cela? Donc, il faut d'abord travailler à développer les capacités des individus à faire des choix favorables à leur santé, renforcer l'estime d'eux-mêmes et la qualité de leurs relations avec les autres, leur insertion dans la société et leur capacité à demander de l'aide. Donc, plus un jeune est inséré, plus un jeune aura une bonne estime de lui-même,
plus justement, donc il pourra faire face, il pourra refuser donc toute offre de consommation. Développer des actions donc, qui permettent de repérer les consommations à risque et de favoriser l'accès aux soins. C'est-à-dire repérer les jeunes qui commencent à consommer pour pouvoir les prendre en charge très rapidement avant qu'il y ait justement toutes les répercussions qu'on a citées auparavant. Sensibiliser les adultes qui interviennent auprès des jeunes, les parents, les enseignants, les éducateurs, pour leur permettre de répondre à leurs questions et de mieux les aider. Repérage des risques, donc les risques somatiques, les risques psychiatriques, les risques sociaux. Le soin maintenant, donc une fois que le jeune est il est tombé dans ses addictions, donc on peut proposer des soins. Donc parmi les soins justement, donc l'amener progressivement à la motivation, donc au travers d'entretiens motivationnels, la motivation d'arrêter la consommation. Et après, donc un accompagnement donc, psychologique, on peut proposer des traitements, on peut proposer un accompagnement social et des aides à l'insertion professionnelle. Donc en conclusion, donc, cette problématique est vraiment le problème de nous tous, donc soignants, pour les politiques, les enseignants, les éducateurs, les parents, donc chacun de nous justement, donc il a son rôle à jouer dans cette lutte contre la toxicomanie, cette lutte contre les addictions. Et je vous remercie.